Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des batailles de l'histoire, un épisode qui risque d'être l'un des derniers sur la bataille de Mossoul, car au 15 juin la situation est assez simple, l'EI est complètement encerclé dans la vieille ville et ne détient plus en dehors d'elle qu'une partie du quartier de Shifa où les djihadistes continuent de résister dans son complexe médical. Dès lors, c'est dans ce petit périmètre d'à peine 2 km² que va se jouer le dernier acte de cette bataille urbaine, la plus grande de cette première partie du XXIe siècle et qui a débuté 9 mois auparavant, le 16 octobre 2016. Combien de temps encore faudra-t-il ? Les autorités irakiennes n'ont cessé de s'imposer des délais qu'ils n'ont jamais respectés. Au début de l'offensive, le Premier ministre Haider al-Abadi promettait la prise de Mossoul avant la fin de l'année 2016, avant de se raviser et de parler ensuite d'une victoire pour le printemps. Or, nous voici en été. Puis, l'armée irakienne a parlé d'une fin des combats pour le début du Ramadan le 27 mai. Nous sommes pourtant aujourd'hui au 15 juin et l'offensive est loin d'être achevée. Aucune des timelines n'a été respectée et pourtant, l'armée irakienne continue de s'en impartir. Le général de la police fédérale, Jawadat, espère le nettoyage de la vieille ville avant l'Aïr. C'est la fête qui marque la fin du Ramadan, c'est le 26 juin. Le général Najam al-Jabouri, qui est le commandant des opérations de la Nénive, estime quant à lui que la ville ne sera pas libérée avant juillet. Eh bien, c'est ce que nous allons aujourd'hui vérifier dans cet épisode qui traitera des opérations dans la ville de Mossoul du 15 au 30 juin, puis dans un second temps, nous verrons ce qui a bougé du côté de Tel Afar. On a une première période qui s'étend jusqu'au 18 juin, durant laquelle l'armée irakienne se prépare à l'attaque finale contre le dernier bastion de l'État islamique. Les troupes se replacent. On a à ce propos une carte très intéressante provenant de la police fédérale et qui montre la répartition des différents secteurs attribués à une partie des unités. On sait grâce à elle que la police fédérale contrôle un demi-cercle sud qui s'étend du Tigre à l'avenue principale nommée rue Ninive. Le CTS, lui, est positionné à l'est dans un secteur allant de cette rue du Ninive jusqu'au stade de la ville. La 16e division mécanisée est placée dans l'angle nord-ouest de la vieille ville et au nord, on a la 9e division blindée qui occupe l'espace de Bab al-Sinjar et qui se bat avec l'ERD dans Shifa pour déloger les derniers djihadistes du complexe médical. D'ailleurs, la 9e division blindée affirme contrôler 30 à 35% de Shifa, alors que la police fédérale prétendait 4 jours plus tôt que c'était 60%. On a ici l'une des nombreuses contradictions qui se voit aussi lorsque la 9e division blindée prétend s'être emparée d'un commerce dans le quartier de Bab al-Sinjar le 16 juin, alors que ce quartier a été annoncé libéré le 15. Le 18 juin, à 6 h, l'armée irakienne lance l'attaque sur la vieille ville. Commence alors ce qui va être la grosse difficulté de cette dernière phase de la bataille de Mossoul, c'est de suivre la progression de l'armée irakienne. Parce que jusqu'à présent, tout se faisait dans des quartiers rectilignes, clairement identifiés, espacés, et donc il était facile de dire quand un quartier était libéré. Mais là, le problème c'est qu'on est dans un espace moins tangible, beaucoup plus resserré, agglutiné, et donc la prise d'un quartier en tant que tel n'a pas de sens en soi. Donc il faut plus s'appuyer sur la prise de lieux précis, ça peut être une mosquée, un marché, une église, pour nous permettre de mieux nous rendre compte de cette progression. En tout cas, je me suis appuyé sur 2 cartes pour faire cet épisode, celle qui est diffusée assez régulièrement par l'armée irakienne, et celle du The Baghdad Post, qui est un journal local. Alors, l'attaque se fait en plusieurs directions. À la pointe de celle-ci, on a évidemment le CTS qui, depuis ses positions dans l'est de la vieille ville, s'enfonce dans celle-ci à travers la rue du Ninive. Au nord, on a la 16e division mécanisée qui s'enfonce dans le quartier de Bab al-Sinjar. On a également une attaque dans la porte d'entrée nord de la vieille ville
dans le quartier de Malahamet. Alors de la part d'une unité dont je ne connais pas le nom. Alors il s'agit probablement d'un des éléments de la 9e division blindée, mais j'ai aucune confirmation à vous donner sur ce sujet. Et dans le secteur sud, eh bien on a la police fédérale qui est aussi très active, alors notamment dans le secteur de Bab al-Beib et de Bab al-Toub, qui sont aussi des portes d'entrée, mais cette fois-ci du côté sud de la vieille ville. On peut dire que globalement, durant cette journée, les progrès sont assez lents. Et puis, au même moment, on a toujours les combats qui font rage dans l'hôpital de Shifa. Alors, pour ceux qui passent leur examen, c'est une petite anecdote, mais on a l'université de Mossoul qui, ce jour-là, a réouvert ses portes et les étudiants ont passé leur examen de fin d'année. It could give graduates and the country economic security too. Michaela Barwick, TRT World. Alors dans les journées du 19 au 20 juin, les choses se décantent un peu. Au nord, la 9e division blindée annonce la libération du quartier de Shifa, même si dans la réalité, vous verrez qu'il y aura encore des combats dans différents bâtiments de l'hôpital pendant une dizaine de jours. Alors cela a permis à l'armée irakienne de progresser sur le flanc nord de la vieille ville et de s'emparer du 5e et dernier pont. Désormais, tous les ponts sont entre les mains de l'armée irakienne et la vieille ville est complètement isolée. Au sud, la police fédérale continue de combattre dans Bab al-Beib et s'est même mis à attaquer le quartier de Bab al-Lakash. Mais c'est surtout à l'ouest que les choses ont fortement avancé. Le CTS continue de progresser dans la rue du Ninive et a même libéré le secteur de Khazraj. Donc vous voyez que là le CTS n'est plus qu'à quelques centaines de mètres du cœur de la vieille ville, c'est-à-dire de la mosquée. Alors cette journée est aussi marquée par la mort d'un journaliste français du nom de Stéphane Villeneuve, qui a d'abord été blessé lors d'une explosion d'une mine, mais qui a fini par succomber à ses blessures le lendemain. Je fais une petite parenthèse, il s'agit du 3e journaliste mort durant cette bataille de Mossoul et du 26e dans le conflit en Irak depuis 2014. Le 21 juin, alors là c'est l'événement dont je pense vous avez tous entendu parler, c'est la destruction de la mosquée d'Al-Nouri et du minaret d'Al-Adba. Alors déjà, il y a plein de choses à expliquer par rapport à cette destruction. Déjà, le bâtiment en soi, c'est quand même une mosquée du XIIe siècle. Alors, c'est une mosquée qui en fait a été démantelée en 1942 pour être reconstruite, mais la seule partie qui n'avait pas été touchée, eh bien justement, c'était ce minaret, dont la particularité est d'être penché, c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle la Bossue. Mais l'autre particularité de cette mosquée, c'est que c'est ici qu'en 2014, Abou Bakr al-Baghdadi a proclamé l'État islamique. Ça sera d'ailleurs sa seule apparition publique. Alors pourquoi cette destruction? Il y a plusieurs raisons. Déjà, l'armée irakienne commençait à s'approcher assez dangereusement de cette grande mosquée. Au soir du 20 juin, ils ne sont plus qu'à une 50 mètres. Mais ça va bien au-delà. Car dans le monde, il nous a été rapporté que le lieutenant-colonel Salem Jassem Hussein, qui est dans la première division des forces antiterroristes, la fameuse Golden Division du CTS, eh bien ces derniers auraient intercepté un message des djihadistes peu avant la destruction de cette mosquée. Alors, je vous cite ce message. Les rafidines, c'est-à-dire un terme péjoratif pour désigner chiites, sont entrés dans la mosquée, faites-la exploser. C'est-à-dire que les djihadistes ont donc pensé que l'armée irakienne était déjà dans la mosquée au moment où ils ont décidé de la faire exploser. Alors, pourquoi provoquer cette explosion? Tout simplement parce qu'il y a la volonté de ne pas voir la mosquée prise par l'armée irakienne et explosée ensuite comme un trophée de la victoire. Et puis, il y a un double emploi, c'est-à-dire qu'il y a une volonté aussi de faire de la propagande, retourner les musulmans en faisant croire que ce sont les Américains qui ont bombardé la mosquée. Bon alors cette vidéo montre clairement qu'il s'agit d'une destruction opérée par l'État islamique. Ces explosions à intervalles réguliers qui partent du mur vers l'extérieur démontrent clairement qu'il s'agit d'un dynamitage. Mais bon, vous aurez toujours des gens pour croire aux théories du complot. En tout cas, pour le Premier ministre Haïdar Abadi, cette destruction, c'est le signe que Daesh a été vaincu à Mossoul. Alors, petit détail, le chef du comité de sécurité du conseil du Ninive a noté quand même que vous avez 50 à 70 maisons voisines qui ont été détruites dans l'explosion, ce qui a forcément provoqué des pertes civiles.
Alors durant la journée, la police fédérale continue de progresser, alors cette fois-ci dans Bab al-Jadid. La 16e division mécanisée, elle, progresse également dans le nord-ouest de la vieille ville. Et l'ERD commence à descendre du complexe médical de Shifa vers le sud. Alors est-ce qu'il y aura une attaque de l'ERD? Ça, on ne le sait pas sur la vieille ville. Hein. Et la 9e division blindée, elle, en partie reste dans ce quartier, puis va ensuite se replacer le long du fleuve. Alors entre le 22 et le 25 juin, on assiste à un développement, une consolidation si vous préférez, de la percée du 20 et du 21 juin. Au centre, le CTS commence à dégager le secteur du carrefour central qui relie les deux rues principales de la vieille ville, Al-Chaziani et la rue du Ninive, alors notamment le quartier de Al-Sa'a, puisque les forces spéciales du contre-terrorisme atteignent l'église latine Notre-Dame de l'Eure, qui est située dans l'angle du carrefour. Ils continuent également à vouloir progresser sur la rue Al-Chaziani, et d'ailleurs, au 25, ils ne sont plus qu'à quelques dizaines de mètres de la mosquée Al-Nouri. Au sud, la police fédérale s'attaque à une ceinture de quartiers allant de Bab al-Beb à Bab al-Toub. Les policiers atteignent la mosquée Ahmadine le 22 et le 23 l'église Chamoun qui est située dans le quartier de Bab al-Beb. Ils continuent également leur progression vers la mosquée Zewani ainsi que la mosquée d'Omar al-Aswad, s'approchant ainsi du quartier de Sirkana qui est situé dans le nord-est de la vieille ville. Au nord, l'ISF continue de s'enfoncer dans la rue Al-Chaziani en direction de la mosquée Al-Nouri et le CTS proclame détenir 60% du quartier de Majda et continue la progression en direction du centre de la vieille ville. Alors d'ailleurs, pendant cette période, le ministère de la Défense va déclarer encore une fois officiellement la libération du quartier de Shifa, même si dans la réalité vous aurez encore des bâtiments qui sont contrôlés par l'État islamique et donc des combats avec l'ERD. Voilà, alors je suis désolé si je peux pas être plus précis au niveau de la carte parce que on est vraiment dans une période de confusion assez extrême. Hein. C'est difficile de suivre la progression durant ces jours-là. En tout cas, au cours de ces jours, on assiste à une flambée de pronostics quant à la fin de la bataille. Le 23, les autorités irakiennes espèrent déclarer la ville libérée pour l'Eid, c'est-à-dire la fin du Ramadan, c'est le 27 juin. Mais vous avez un général du CTS qui, lui, affirme que la vieille ville ne sera pas libérée avant 10 jours. Mais dans tous les cas, et comme d'habitude, ces délais ne seront pas respectés. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que durant cette période, alors le 25 juin pour être plus précis, la journaliste française Véronique Robert, qui a été blessée par l'explosion de la mine en même temps que Stéphane Villeneuve le 19 juin, succombe à ses blessures. Alors, on va profiter de la fin de cette période pour faire une sorte de point tactique. On va commencer par l'armée irakienne. Si on regarde bien l'évolution des combats, on voit clairement que la poussée principale se fait d'est en ouest, même si on en a une seconde qui se fait de nord en sud. On constate également que les grandes rues, que ce soit la rue Al-Chaziani ou la rue du Ninive, constituent les principaux axes de progression. Mais c'est pas un hasard, hein, c'est parce que ce sont les seules voies de la vieille ville où les blindés peuvent circuler et donc appuyer l'infanterie. Alors la progression de l'armée irakienne telle que vous voyez sur la carte peut paraître assez bizarre, mais en fait c'est pensé. Ils cherchent en fait à segmenter la ville afin d'envelopper les djihadistes dans des poches par petits groupes qui seront ainsi plus gérables, plus faciles à réduire. Isolé, l'EI n'offrira donc qu'une résistance fragmentée. Et on peut dire que cette tactique fonctionne plutôt bien jusqu'à présent. Alors, du côté de l'État islamique, qui elle aussi a sa tactique, mais elle qui est beaucoup plus traditionnelle. On peut d'abord citer les attaques suicides. Leur nombre a fortement augmenté cette dernière semaine. Par exemple, le 22 juin, un kamikaze se cachait parmi les personnes qui fuyaient la ville et s'est fait exploser en tuant 12 personnes et en blessant 20 autres. Il y a également la même journée 3 autres kamikazes qui ont mis leur ceinture explosif et qui les ont actionnés dans un marché de Moutana qui est situé dans le quartier de Nabi Younis et là on est à l'est de Mossoul, ce qui a provoqué 15 morts et 30 blessés. Mais beaucoup d'entre eux échouent. Par exemple, le 26, un kamikaze est arrêté à Farouk, dans la vieille ville, en essayant de se cacher parmi la population. À Nabi Younis, dans l'est de Mossoul, la population s'est carrément saisie de 2 djihadistes avant qu'ils ne puissent effectuer une attaque. Ils les ont poignardés eux-mêmes à mort, puis ensuite la foule a exigé que les forces de sécurité les alignent sur un poteau électrique pour avertir les autres. Ça en dit long sur le climat.
Vous avez également donc 3 véhicules kamikazes qui ont été découverts et démantelés sur un marché dans Mossoul Est le 23 juin. Et enfin, un groupe de combattants de l'État islamique a tenté de traverser le Tigre d'ouest en est, mais ils ont tous été tués et une fois fouillés, eh bien, on a vu qu'ils portaient sur eux des ceintures explosives et d'autres types d'armements. Alors parmi la tactique traditionnelle de l'État islamique, vous avez aussi la diversion. Ça, c'est le cas depuis octobre 2016. À chaque fois qu'ils sont menacés, les djihadistes lancent une attaque sur un autre secteur pour pouvoir créer une diversion. Et bien c'est ce qui s'est passé durant la journée du 24 juin. Des petits groupes de combattants de Daesh ont lancé une attaque surprise dans une zone libérée de Mossoul, les quartiers de Tanak, de Yarmouk et de Raja Maladid. Alors il ne s'agit que d'une petite vingtaine de combattants qui ont mis le feu à des voitures et à des bâtiments, mais ils ont réussi à causer une confusion générale et une panique parmi la population, au point que ces quartiers ont été considérés un temps comme perdus. Cela révèle un domaine dans lequel l'État islamique excelle. C'est l'art de faire croire qu'ils sont plus nombreux qu'ils ne le sont. C'était déjà le cas à Mossoul en 2014, où ils ont réussi à s'emparer de la ville avec à peine 2000 hommes face à une garnison irakienne qui était pourtant 5 fois plus nombreuse, ou plus récemment à Palmyre en 2016, où les Russes et Syriens ont pris la fuite par peur d'être submergés par une force qui en réalité leur était inférieure en nombre. Cela révèle aussi un autre problème. Les territoires qui sont libérés ne sont pas laissés à l'abandon, au risque sinon de voir les cellules dormantes ressurgir et de voir des djihadistes les attaquer dans le dos. Ces territoires sont confiés à des unités militaires. Emen Jawad Al-Tamimi, qui est un étudiant à l'université d'Oxford, a écrit à propos justement de ces unités qu'il a rencontrées lors de son récent voyage à Mossoul entre mars et avril 2017. Et il a pu remarquer l'hétérogénéité de ces unités chargées de la garde de ces territoires. On a des milices du Hajj, des milices chrétiennes, parfois des policiers, et puis ensuite ce sont des milices tribales. Or, il y a peu de coopération entre ces différentes unités. Il existe même une rivalité entre elles, puisqu'elles cherchent chacune à contrôler un secteur du territoire. Alors, par rapport à nos quartiers là, de Tanak, de Yarmouk et de Raja Maladid, qui ont été attaqués par le petit groupe de vingtaine de djihadistes, eh bien la presse a annoncé quelques jours plus tard que le quartier de Tanak, d'où est partie l'attaque, était normalement censé être détenu par une unité du Hajj, mais une unité qui était une unité tribale, mais que en réalité, depuis une vingtaine de jours, le quartier n'était plus du tout gardé. Ce qui explique que les djihadistes ont pu attaquer. Le CTS a été appelé à la rescousse, Yarmouk a été encerclé, vous avez un couvre-feu qui a été imposé, la plupart des membres du groupe djihadiste a été abattus, mais ceux qui restent ont pris des otages dans une maison. En tout cas, cet événement a poussé l'ISF à mener des arrestations massives afin de réduire d'éventuelles autres cellules dormantes de l'État islamique. Du 26 au 28 juin, l'armée irakienne continue sa progression, alors vraiment sur un rythme assez lent quand même. Je ne vais pas vous citer toutes ces progressions parce que ça serait un exercice trop fastidieux et puis un peu rébarbatif pour vous. Je vais juste vous donner quelques exemples. Le 27 juin, la 16e division mécanisée s'empare, plutôt finit de s'emparer du quartier de Machada. Ensuite, le 28, c'est au tour du quartier de Hadra al-Sada d'être libéré par cette division. Au sud, la police fédérale finit la libération de Bab al-Bed et déloge les djihadistes de la mosquée de Zewani. Voilà, voici quelques exemples. Le 29 juin, la journée est marquée par enfin la capture de la mosquée d'Al-Nouri, dont on peut enfin percevoir tous les dégâts qui ont été occasionnés par l'explosion qui avait lieu une semaine auparavant. Alors, j'en dis pas plus, je vous laisse juste regarder ces images. Its way through natural alleys and stop outside the Al-Nouri Mosque. Iraqi forces recaptured Al-Nouri Mosque and its famous leaning minaret in the old city of Mosul in the morning of June 29th. The mosque is under complete destruction. The main shrine is in ruins. You can only find the broken walls and pillars here. The 55-meter-high minaret is gone. On July 21st, Islamic State militants
blew up Al Noor Mosque and the Lenin Minaret 这个位置呢， as Iraqi forces pushed 也 closer 是一 to 个 the historic. Alors cette prise de la mosquée de Nouri n'est qu'une victoire symbolique, il n'empêche que c'est quand même une victoire, mais qui s'accompagne d'autres prises dans la journée. La police fédérale prétend avoir libéré le quartier de Bab al-Lakash et de Bab al-Jadid, et aurait pris le contrôle de la mosquée d'Omar al-Sawad, qui était située dans le quartier de Bab Jadid. Désormais, les combats se portent au-delà de la rue Al-Shiaziani et on assiste aux premiers affrontements dans des quartiers tels que Abad Koub, Nabi Jarjesh ou Sahar Souk. Alors lorsque l'on compare ma carte à celle qui est diffusée par l'armée irakienne, on s'aperçoit que sur cette dernière, il y a des quartiers libérés mais qui ne le sont pas sur la mienne. Tout simplement parce que je pense qu'ils se sont dit qu'à partir du moment où ils contrôlaient la plupart des portions de cette avenue à Chaziani, eh bien tout ce qui était situé à l'ouest de cette route était considéré désormais comme libéré. Mais vous voyez sur ma carte qu'il y a encore des poches qui demandent à être nettoyées. Et ils se sont même pas embêtés parce que tout ce qui est à la droite de cette avenue est désormais représenté en rouge, c'est-à-dire des zones en combat. Or, je suis bien d'accord, il y a effectivement des quartiers qui sont situés à proximité, par exemple, de la Grande Mosquée, qui sont effectivement dans les zones de combat, mais je pense par exemple aux quartiers qui sont situés à proximité du Tigre. Là, vous n'avez pas encore de troupes irakiennes qui sont en train de combattre. Et cela traduit une certaine présomption de l'armée irakienne. Ils sont déjà en train de penser à la victoire, hein, et c'est ce qui explique la raison pour laquelle le général de la police fédérale, Jawadat, s'est enflammé en disant qu'il contrôlait déjà 70% de la vieille ville. Or, ce n'est absolument pas le cas. Alors, ce qui me permet de faire un premier bilan, après ces 15 jours de combat dans la vieille ville. Alors, il faut savoir que le 30 juin, il y a un dernier quartier qui a été libéré, c'est celui de Masnouria. Donc, au 30 juin, eh bien, globalement, on a toute la partie ouest de la vieille ville qui est contrôlée. Il y a encore quelques poches et ça va demander sûrement quelques jours pour pouvoir ratisser tout ce territoire. Et donc, il est fort à parier que les 15 prochains jours, c'est-à-dire le prochain numéro, eh bien, l'armée irakienne s'attelle à libérer la partie est de la vieille ville. Et bien ça, c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. Bien, alors, il nous reste un second point à aborder, comme je vous l'avais annoncé au début de l'épisode, c'est celui du secteur de Tal Afar, que je ne vous avais pas présenté la dernière fois, parce que sinon mon épisode aurait été surdimensionné. Alors, depuis novembre, l'avancée des forces de la mobilisation populaire, Ajda al-Shaabi en arabe, avait provoqué la formation d'une première poche encerclant Mossoul, mais dans laquelle était également situé Tal Afar. Et en mars, l'attaque de l'armée irakienne dans le nord de Mossoul avait créé une seconde poche qui isole Tal Afar de Mossoul. Mais globalement, depuis novembre, rien n'est tenté contre Tal Afar. Bagdad semble vouloir en fait régler le sort de cette ville après celui de Mossoul, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, les troupes qui encerclent la ville sont essentiellement constituées de miliciens chiites. Or, Tal Afar est une ville turkmène et sunnite. Raison pour laquelle la Turquie menace d'une intervention militaire sur le sol irakien si elle voit ses miliciens chiites entrer dans Tal Afar. Alors, ce qui n'empêche pas ces miliciens de faire pression sur Bagdad par des déclarations. Hein. Oui, on va participer à la libération, on va y aller, peu importe. Bref. Mais reste alors l'armée régulière. Mais là intervient la seconde raison pour laquelle l'armée irakienne n'est pas encore intervenue, c'est la faiblesse de ses effectifs. On n'y trouve que 4 régiments de la 15e division mécanisée, le 71e, le 75e à l'est et le 92e et 72e à l'ouest. L'armée irakienne manque en fait cruellement de troupes. Elle a subi une énorme atrophie en 2014 et depuis cette nouvelle armée ne repose que sur quelques unités constamment utilisées. Il est donc fort à parier que le gouvernement irakien attend la fin de la bataille de Mossoul qui rendra ainsi disponibles des unités spécialisées dans le combat urbain, je pense au CTS et à l'URD par exemple, et qui pourront alors ensuite être transférés vers la poche de Tal Afar, où le nombre de djihadistes encerclés est estimé entre 750 et 1000. Bien, alors, il n'empêche que le 10 juin, l'armée irakienne effectue l'espace d'une semaine une petite progression sur la partie est de la poche. Cette opération n'est pas confiée à des miliciens, mais à 2 régiments de la 15e division mécanisée, le 71e et le 75e.
qui avance sur l'autoroute numéro 1, reliant Mossoul-Tel Afar, et qui dès le premier jour libère plusieurs communes, telles que Baïtar, Al-Baghla, Choukaïra, Al-Aliya. Le 11 et le 12 juin, ces deux régiments continuent leur progression en direction de Tel Afar et s'emparent d'autres villages. On sait par exemple que grâce au Bagdad Post, que le 71e régiment s'est emparé de deux villages situés au nord, Tchekara et Al-Zaka, et que l'autre brigade s'est dirigée vers Al-Bouwer et s'est emparée de sa station de purification. Et ainsi, ces deux pinces sont en train d'envelopper progressivement la commune la plus importante du secteur, Zeylal. Et bien justement, le 16 juin, la 15e division mécanisée effectue ses derniers pas en libérant cette commune, ainsi que deux autres qui sont situées au pied du mont Hatchan, Abu Kadour et Al-Kanisha. Alors quel est l'objectif de cette progression, somme toute assez mineure, hein ? Il s'agit avant tout de resserrer la poche de Tel Afar et de s'avancer sur des positions jugées plus avantageuses. Mais je pense qu'il y a un objectif politique derrière ce mouvement. C'est-à-dire qu'en le confiant délibérément à l'armée régulière et non aux miliciens, c'est une façon pour le gouvernement irakien de s'imposer dans son choix et dire que ce ne sera pas le Hajj qui procédera à l'attaque sur Tel Afar. D'ailleurs, le 11 juin, une réunion des commandants militaires de la Ninive ne dit pas autre chose, puisqu'il a été décidé que ce sera la 15e division de l'armée qui sera responsable de Tel Afar, aux grandes dames des miliciens. Et pourtant, ces derniers continuent de faire comme s'ils allaient participer à la libération de la ville. Le 19 juin, le leader des milices populaires, Nazim al-Sadi, dit que non, mais la ville sera libérée peu de temps après le Ramadan et que la Turquie ou la communauté internationale aura beau faire pression pour qu'ils n'interviennent pas dans cette ville, peu importe, ça n'arrêterait pas les choses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, exceptionnellement, il n'y aura pas de partie question, tout simplement parce que je dois partir demain assez tôt et que là, il commence à se faire tard. Mais je tenais absolument à publier cette vidéo avant de partir en week-end. Alors, de toute façon, j'ai déjà répondu à une partie des questions sous forme écrite, et puis pour les autres, je le ferai dans les prochains jours. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à faire part de vos critiques, de vos encouragements aussi, de vos commentaires. Partagez, il n'y a pas de souci. Et bien, d'ici le prochain épisode, je vous souhaite un bon week-end et puis longue vie et prospérité.